Deux chiffres, 5 milliards. L'équilibre vacille d'un seul coup. Derrière cette somme, une vigilance loyale assemble des microsignaux, découvre un écart de 17% dans les flux internes et suit un visiteur étranger entre sites civils et militaires, tandis que des numéros repérés dans des documents saisis recoupent des réseaux hors du pays. Le 8 novembre, l'observation devient décision, sans jamais surinterpréter. Interpellation sans confrontation, puis exploitation méthodique des supports. Que change pour vous cette résistance associée à Ibrahim Traoré? Parce que chaque delta finit par compter. L'analyse s'ouvre par le risque, non par le spectacle. Lorsqu'un système extérieur, méthodique et patient exploite l'ombre d'une faille institutionnelle, l'effondrement ne survient pas d'un coup. Il progresse par dérives discrètes, accumulées, longtemps invisibles tant qu'elles ne sont pas reliées entre elles. L'enjeu central n'est donc pas de savoir si une tentative échoue ou réussit, mais comment un État fragilisé maintient une cohérence stratégique durable face à des pressions organisées et répétées. La promesse est simple et mesurable. Comprendre, sans extrapolation politique, ce que révèle une tentative de corruption avortée sur l'enchevêtrement sécuritaire, économique et institutionnel. À travers cette progression, chaque micro-variation observée devient un indicateur fonctionnel. Rien n'est isolé, tout s'additionne. Un chiffre suffit à déplacer toute la lecture. 17% d'écart dans des flux internes considérés jusque-là comme stables. Pris isolément, ce delta ne prouvait rien. Replacé dans une chronologie plus longue, il a rompu l'hypothèse de l'anomalie ponctuelle et imposé une méthode comparative rigoureuse. À partir de ce moment, l'analyse a cessé d'être un simple contrôle technique pour devenir une compréhension structurelle des pressions à l'œuvre. Le contexte importe car ces signaux n'apparaissent jamais dans le vide. Des déplacements inhabituels d'un individu étranger entre sites civils et militaires sont consignés sans interprétation hâtive. Des contacts discrets sont notés, puis mis en regard de numéros relevés dans des documents saisis antérieurement. Chaque élément pris séparément reste insuffisant pour alerter. Ensemble, ils dessinent progressivement l'architecture d'une ingérence méthodique, lente, patiente, conçue pour exploiter les zones grises plutôt que provoquer une rupture visible. La clé réside alors dans l'accumulation. Les équipes comparent des tableaux, distinguent fluctuations normales et anomalies persistantes et replacent chaque écart dans une série temporelle plus large. Ce travail transforme la vigilance. Elle cesse d'être réactive pour devenir structurante. Le passage décisif n'est pas l'identification d'un responsable, mais l'harmonisation des lectures afin d'éviter des interprétations divergentes et de restaurer une vision cohérente de l'ensemble opérationnel. Dans cette séquence, la résistance associée à Ibrahim Traoré apparaît en arrière-plan comme une constante fonctionnelle. Elle ne s'exprime pas par un geste spectaculaire, mais par la continuité procédurale. Observer, recouper, décider sans précipitation. La pression extérieure décrite ne vise pas un événement isolé. Elle teste la capacité d'un système à relier ses signaux et à corriger ses dérives avant qu'elles ne s'agrègent. Ainsi, le mini-révélateur n'est pas l'interpellation à venir, mais la transformation silencieuse de la méthode. Quand un chiffre modeste change l'angle d'analyse, il annonce une bascule. L'incident cesse d'être local pour devenir un cas d'école de résilience institutionnelle. Le fil conducteur de cette phase n'est ni un dirigeant ni un événement visible, mais un petit groupe d'officiers chargés d'une mission précise, observer sans interpréter. Leur rôle consiste à enregistrer des faits, consigner des trajectoires, vérifier des horaires, sans hiérarchisation prématurée. Ce positionnement méthodologique transforme des gestes banals en données exploitables.
des allers-retours répétés entre sites civils et militaires, des contacts jugés atypiques mais non illégaux, des échanges consignés sans qualification. Chaque observation est notée puis mise en réserve. La méthode suit une progression rigoureuse. D'abord, la consignation factuelle des déplacements et des interactions. Ensuite, le croisement avec des numéros étrangers repérés dans des documents saisis antérieurement. Enfin, la comparaison avec des schémas connus de circulation d'informations. Aucun signal pris isolément ne déclenche d'alerte formelle. C'est l'assemblage qui modifie la posture analytique. À ce stade, la surveillance cesse d'être passive. Elle devient structurante car elle produit un langage commun entre unités. Un premier impact concret apparaît dans la chaîne hiérarchique. Les constats remontent sous forme de points de décision, non d'accusation. Les officiers testent la cohérence des intentions du visiteur étranger par une attente active simulant un intérêt prudent. Cette posture élargit le champ d'analyse sans provoquer de rupture visible. Le dispositif gagne du temps, mais surtout de la profondeur, en évitant toute action irréversible. Dans ce cadre, la référence implicite à Ibrahim Traoré agit comme un repère fonctionnel. Les pressions décrites cherchent à contourner les mécanismes plutôt qu'à affronter directement. L'impact précoce n'est donc pas une arrestation, mais un changement de lecture. L'incident mineur devient un signal structurant. En clair, un détail bien lu peut déplacer tout un dispositif. L'activation commence sans bruit, presque sans trace visible. Aucun signal d'urgence, aucune alerte formelle. Un individu étranger circule, observe, multiplie les allers-retours entre sites civils et militaires sans justification administrative claire. Les unités consignent, elles vérifient, elles rapprochent. À ce stade, il n'y a ni soupçon formalisé, ni hypothèse dominante, seulement une vigilance méthodique rendue possible par des protocoles déjà en place. La surveillance n'a rien d'exceptionnel, elle s'inscrit dans une routine élargie, patiente, conçue pour durer. Puis survient une première inflexion. Certains numéros liés à des transferts mentionnés dans des documents saisis correspondent à des réseaux extérieurs. L'information circule rapidement entre unités concernées, sans précipitation. Les méthodes s'ajustent. L'attention glisse de la simple observation vers la compréhension d'une structure potentielle. Ce déplacement est décisif. Il transforme un suivi individuel en hypothèse de schéma. L'activation devient cumulative, nourrie par des comparaisons successives et des mises en série temporelles. Les tableaux comparatifs se multiplient. Les flux internes sont observés sur une période plus longue. Des micro-écarts, auparavant jugés négligeables, commencent à se répondre. Le seuil critique n'est pas un événement spectaculaire, mais un changement de lecture. Lorsque l'écart de 17% est détecté, la situation ne peut plus être traitée comme un épisode isolé. L'analyse passe d'un mode réactif à une logique d'assemblage. Chaque dérive devient une pièce d'un puzzle plus large. La chaîne décisionnelle se resserre, non pour accélérer, mais pour éviter toute action prématurée. Et puis, sans grand bruit, le moment décisif se prépare dans cette attente active. La rencontre du 8 novembre est organisée avec un objectif précis: recueillir des éléments matériels suffisants pour autoriser une interpellation sans confrontation. Les officiers simulent un intérêt mesuré afin de tester la cohérence des propositions avancées. Ils observent les réactions, les relais, les références implicites. Rien n'est improvisé. Le dispositif privilégie la maîtrise du tempo. Le moment décisif arrive sans heurts. L'individu est interpellé. Aucun incident, pas de fuite, pas de résistance. Le matériel est saisi. Valise, support numérique, liste de contacts. Ce moment n'est pas visuel, il est avant tout procédural. Les retombées
commencent immédiatement après. Le centre de gravité de l'affaire se déplace. Les déplacements ne constituent plus la principale source d'information. Désormais, ce sont les documents, les correspondances et les flux numériques qui dominent l'analyse. Les services quantitaires compétents exploitent les supports, croisent les données, identifient des numéros liés à plusieurs pays voisins et à certaines structures européennes. Aucune conclusion hâtive n'est tirée. Les hypothèses sont testées, élargies, parfois écartées. Le périmètre de vérification s'étend progressivement. Dans cette séquence, la présence d'Ibrahim Traoré apparaît en arrière-plan comme une constante stratégique. Les pressions observées cherchent moins à provoquer un choc immédiat qu'à influencer durablement l'environnement décisionnel. L'événement pris isolément reste discret. Mais son effet est structurant. Il transforme une suite d'observations en un cadre d'analyse élargi, mobilisable sur le long terme. La ligne des événements ne raconte donc ni une victoire ni un échec. Elle décrit une bascule silencieuse, celle où la vigilance institutionnelle passe de l'incident à la méthode. La lecture change lorsque l'analyse part d'une ligne de base stable pour mesurer des écarts précis. Ce déplacement méthodologique est central car il permet de relier un incident localisé à des transformations plus larges sans chercher une causalité directe ni projeter une intention politique. Trois deltas mesurables suffisent ici à redessiner le cadre et à expliquer pourquoi une tentative de pression a pu être absorbée sans rupture visible. Premier repère, une progression de 37% des revenus issus de l'or sur la période observée. Ce saut ne révèle pas un choix idéologique. Il indique un réajustement mesurable des circuits nationaux de ressources. Dans la ligne de base antérieure, ces revenus occupaient une place secondaire et relativement stable. Le delta modifie l'équilibre interne des flux et renforce le poids de leviers domestiques au moment même où des pressions extérieures cherchent des points d'entrée. Cette variation n'immunise pas le système, mais elle change la géométrie des dépendances et la marge de manœuvre disponible. Deuxième repère, une hausse de 28% des dépenses de sécurité sur un an. Là encore, la donnée ne suffit pas à expliquer une décision isolée. Elle éclaire le cadre opérationnel dans lequel les équipes ont pu maintenir une surveillance prolongée. Les formations, équipements, coordination technique, l'augmentation suggèrent une extension de capacité plutôt qu'une réaction ponctuelle. Dans la logique baseline vers delta, ce renforcement permet de comprendre pourquoi l'observation méthodique du visiteur étranger n'a pas été interrompue par des contraintes matérielles ou logistiques. Le temps long devient possible lorsque les ressources suivent. Troisième repère, une baisse de 45% des aides extérieures, conditionnées depuis fin 2023. Ce delta agit en sens inverse. Il ne signifie ni isolement total ni rupture brutale, mais un rétrécissement des apports dépendant de mécanismes externes. Lorsque ces soutiens diminuent, la capacité à absorber des pressions, y compris des tentatives d'ingérence ou de corruption, repose davantage sur la cohérence interne des institutions et sur la robustesse des contrôles. La ligne de base change, la sensibilité aux variations internes augmente mécaniquement. Pris séparément, ces chiffres décrivent des évolutions sectorielles sans lien apparent. Pris ensemble, ils composent un terrain de fond. L'écart de 17% dans les flux internes, les déplacements inhabituels consignés et la décision d'interpeller sans confrontation s'inscrivent dans un moment où plusieurs paramètres évoluent simultanément. Le cadre baseline flèche delta permet précisément de relier le micro-événement à ces transformations sans surinterprétation ni raccourci narratif. Dans cette articulation,
La résistance associée à Ibrahim Traoré apparaît comme un repère fonctionnel plutôt qu'un moteur chiffré. Elle se manifeste par la continuité des procédures au moment où les deltas s'accumulent. Les chiffres n'expliquent pas l'affaire. Ils expliquent pourquoi elle a pu être traitée méthodiquement. Ils montrent comment un système soumis à des pressions extérieures peut rester lisible tant que ses variations sont mesurées, comparées et intégrées dans une lecture cohérente. L'intérêt de ces preuves quantitatives n'est donc pas de conclure, mais de cadrer. Elle fixe des limites analytiques, identifie des zones de vulnérabilité et éclaire des marges de manœuvre. Quand les deltas sont connus, la vigilance cesse d'être intuitive. Elle devient une pratique informée, capable d'absorber des chocs discrets sans basculer dans la réaction précipitée. Deux interprétations techniques, cohérentes chacune dans leur logique interne, structurent la lecture des effets économiques et institutionnels observés. La première repose sur l'idée de dépendance structurelle. Selon cette approche, un État confronté à des contraintes logistiques et financières demeure historiquement tributaire de partenariats extérieurs pour stabiliser ses chaînes d'approvisionnement, sécuriser certains équipements sensibles et amortir les chocs opérationnels. Dans ce cadre, la baisse de 45% des aides extérieures conditionnées est lue comme un facteur de tension durable. Elle pourrait fragiliser la continuité de services critiques, ralentir des procédures et accroître la vulnérabilité face à des pressions organisées exploitant précisément ces fragilités résiduelles. La seconde interprétation adopte l'angle de l'autonomie institutionnelle. Elle considère que la contraction des soutiens extérieurs peut coexister avec une réorientation interne des ressources. La progression de 37% des revenus issus de l'or est alors interprétée comme un levier compensatoire, capable de soutenir des ajustements logistiques et sécuritaires ciblés. Dans cette perspective, la résilience ne découle pas de la permanence des partenariats, mais de la capacité à internaliser des fonctions clés, à redistribuer plus efficacement les flux disponibles et à maintenir une vigilance procédurale dans la durée. L'incident étudié serait ainsi la manifestation d'un système capable d'absorber une pression sans rupture visible. Ces deux thèses s'opposent par leur point de départ, mais convergent sur un élément factuel essentiel. Les deltas mesurables modifient le cadre d'action. La dépendance structurelle souligne les risques induits par la contraction des aides. L'autonomie institutionnelle met en avant les capacités d'adaptation révélées par les réajustements internes. Aucune des deux ne peut être invalidée par les données disponibles, car elles décrivent des mécanismes distincts opérant simultanément. La réponse la plus robuste consiste donc à les articuler. L'incident n'indique ni une rupture nette de dépendance ni une autonomie totale. Il montre comment un système peut rester fonctionnel lorsque des leviers internes se renforcent au moment même où certains appuis externes se réduisent. Dans cette zone intermédiaire, la résistance associée à Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme une posture idéologique, mais comme un point d'équilibre procédural. Maintenir la continuité, absorber les variations, éviter la surinterprétation. Cette articulation n'éteint pas le débat, elle en fixe les contraintes et clarifie pourquoi la pression observée n'a pas produit l'effet immédiat attendu. À mi-parcours, la lecture bascule discrètement. L'interpellation du 8 novembre, attendue comme un possible point culminant, se révèle secondaire face à ce qui suit immédiatement. L'exploitation méthodique des supports saisis. Documents, enregistrements, liste de contacts des places la focale. Le suivi comportemental cède la place à une cartographie progressive de connexions, de flux et de correspondances, sans attribution hâtive ni conclusion spectaculaire. Ce glissement change l'échelle de l'analyse sans en modifier la méthode.
Les numéros associés à plusieurs pays voisins et à certaines structures européennes ne constituent pas une preuve définitive. Ils élargissent le périmètre de vérification. L'enquête cesse d'être centrée sur un individu pour devenir une lecture de réseau diffuse par nature, conçue pour durer. La pression extérieure apparaît alors moins comme une action ponctuelle que comme une logique de long terme, cherchant à tester la cohérence d'un système plutôt qu'à provoquer un choc visible. Ce point médian clarifie aussi la place d'Ibrahim Traoré dans l'équation. Il n'est plus seulement une cible implicite d'influence, mais un repère autour duquel s'organise la résistance institutionnelle. La continuité procédurale prime sur l'événement. L'enjeu devient la capacité à absorber, analyser et redistribuer l'information sans rupture. La révélation n'est donc pas spectaculaire, elle est méthodologique. Elle établit une certitude. La pression observée vise la durée, pas l'instant. Et c'est précisément ce déplacement silencieux qui conditionne la suite des effets bien au-delà de l'interpellation initiale. Les effets de la séquence révélée ne se mesurent pas uniquement à l'interpellation ni à l'analyse documentaire. Ils se manifestent dans la manière dont l'incident reconfigure l'environnement opérationnel de 4 groupes distincts, chacun exposé différemment aux ajustements institutionnels. Le passage d'un suivi individuel à une lecture de réseau impose une compréhension transversale des conséquences, sans projection politique ni dramatisation. Pour les administrations publiques, l'impact est d'abord méthodologique. Les contrôles périodiques des flux deviennent plus continus afin de repérer des micro-écarts comparables à l'écart initial de 17%. Les unités renforcent la coordination pour éviter les lectures divergentes et harmoniser les critères d'alerte. Cette évolution stabilise les chaînes décisionnelles, mais elle allonge parfois les délais de traitement. La priorité se déplace. Moins de vitesse, plus de cohérence. Dans ce cadre, la référence à Ibrahim Traoré fonctionne comme un repère analytique rappelant la sensibilité des mécanismes internes face à des pressions conçues pour durer. Pour les entreprises et les acteurs économiques, les effets apparaissent sous forme d'ajustements logistiques. Les chaînes d'approvisionnement sont réévaluées lorsque des vérifications supplémentaires sont introduites sur les flux d'informations et certaines transactions sensibles. Les coûts indirects augmentent temporairement, notamment pour sécuriser les échanges et documenter davantage les processus. Les entreprises opérant à l'échelle régionale observent plus attentivement leurs partenariats, anticipant des effets en cascade possibles. L'environnement devient plus prudent, parfois plus lent, mais aussi plus lisible, car les règles de contrôle sont clarifiées et mieux partagées. Pour les populations dans leurs usages quotidiens, l'impact est plus diffus et moins immédiatement visible. Il se traduit par une perception accrue de surveillance institutionnelle et par de légères variations dans l'accès à certains services. Les ajustements peuvent influencer les prix, les délais administratifs ou certaines mobilités locales, sans rupture brutale. Les comportements s'adaptent progressivement lorsque des contrôles ou des coordinations ponctuelles se multiplient. La stabilité ressentie dépend alors de la capacité des institutions à absorber ces ajustements sans perturber la continuité des services essentiels. Pour les territoires et les régions concernées, enfin, l'exposition est territoriale et cumulative. Les infrastructures locales absorbent les procédures renforcées, qu'il s'agisse de communication, d'analyse logistique ou de supervision. Les flux économiques régionaux peuvent subir des décalages lorsque certaines opérations exigent une coordination plus étroite entre centres décisionnels. Les acteurs territoriaux évaluent la rapidité avec laquelle les dispositifs centraux stabilisent la situation afin d'éviter qu'une perturbation localisée
ne s'étendent au-delà de son périmètre initial. Pris ensemble, ces effets montrent que l'incident n'agit pas comme un choc unique, mais comme un ajusteur de système. Les conséquences ne sont ni spectaculaires ni immédiates. Elles sont progressives, cumulatives et redessinent les pratiques à mesure qu'elles s'installent. C'est dans cette accumulation discrète que se joue la portée réelle de la séquence observée. À partir des mécanismes observés, hmm, il devient possible de structurer 3 trajectoires plausibles pour les 6 à 12 mois à venir, sans anticiper d'orientation politique ni projeter une intention cachée. L'objectif n'est pas de prédire, mais d'identifier comment la stabilité des flux, la coordination institutionnelle et l'absorption des pressions extérieures peuvent orienter l'évolution du système. Dans le scénario de base, si les paramètres actuels se prolongent, la vigilance renforcée devient une norme opérationnelle. Les administrations consolident les procédures issues de l'écart initial de 17%, élargissent la cartographie des points de friction et poursuivent l'exploitation méthodique des données saisies. Les ajustements restent progressifs. L'environnement extérieur demeure variable mais lisible. La cohérence opérationnelle est maintenue sans accélération notable ni rupture visible. Ce scénario repose sur la continuité des protocoles et sur une coordination suffisante entre unités, capables d'absorber des pressions répétées sans surcharge critique. Dans le scénario optimiste, si les capacités internes se renforcent plus rapidement, plusieurs facteurs convergent positivement. Les mécanismes de prévention gagnent en réactivité grâce au retour d'expériences accumulées. Les anomalies résiduelles diminuent à mesure que les seuils d'alerte se stabilisent. Les entreprises et les acteurs territoriaux ajustent leur chaîne logistique, réduisant indirectement les points d'entrée pour de futures pressions. Les coûts organisationnels baissent progressivement lorsque les procédures deviennent routinières. Dans ce cadre, la résistance associée à Ibrahim Traoré se lit comme un levier de consolidation méthodologique plus que comme une posture conjoncturelle. Dans le scénario contraint, à l'inverse, si les fluctuations persistent et que les pressions extérieures s'intensifient, l'absorption des écarts devient plus coûteuse. Les unités multiplient les vérifications, les délais s'allongent et la charge institutionnelle augmente. Les régions exposées ressentent davantage d'effets secondaires, notamment dans la fluidité des échanges et la coordination logistique. La continuité procédurale reste possible, mais sous tension constante, exigeant une mobilisation prolongée des ressources disponibles. Pour lire ces scénarios sans confusion, une recommandation s'impose: les considérer comme des outils de préparation, non comme des trajectoires figées. Ils servent à identifier les points sensibles et à renforcer la résilience sans assigner de probabilité. La question centrale n'est pas lequel se réalisera, mais lequel le système est le mieux préparé à absorber. Les ajustements décrits ne restent pas confinés aux sphères techniques. Ils se traduisent par des effets différenciés selon les groupes, chacun interprétant et absorbant les changements à partir de ses usages, de ses contraintes et de ses attentes. Cette lecture sociale n'a pas pour objet de conclure, mais d'observer comment un même incident produit des résonances distinctes dans le quotidien. Pour les jeunes actifs et les débuts de parcours, l'enjeu principal réside dans l'adaptation. Les procédures renforcées modifient parfois la rapidité des décisions, la disponibilité de certains services ou l'accès à l'information opérationnelle. Comprendre de nouvelles exigences, intégrer des protocoles de coordination et ajuster les compétences attendues deviennent donc des paramètres centraux. La stabilité perçue dépend alors de la lisibilité des règles et de la capacité à anticiper des changements progressifs plutôt qu'à subir des ruptures imprévisibles.
Pour les ménages et les communautés locales, l'impact se mesure surtout par la continuité du quotidien. Les ajustements institutionnels peuvent influencer les prix, les délais administratifs ou certaines mobilités sans provoquer de perturbations brutales. Les contrôles supplémentaires et les réorganisations ponctuelles modifient légèrement les routines. La résilience des circuits locaux devient déterminante pour maintenir l'accès aux biens et services essentiels et pour amortir des effets indirects cumulés. Pour les acteurs mobiles, la diaspora et les partenaires extérieurs, la fluidité des échanges constitue le point de référence. Même limitées, les perturbations structurelles peuvent entraîner des ajustements logistiques temporaires. La capacité à maintenir des interactions stables dépend alors de la clarté des procédures, de la cohérence des dispositifs et de la prévisibilité des délais. Lorsque ces éléments sont lisibles, l'incertitude diminue, même dans un environnement plus vigilant. Réunies, ces perceptions dessinent un paysage composite. Les effets ne sont ni uniformes ni spectaculaires. Ils sont progressifs, cumulés, et révèlent comment un système ajuste ses pratiques tout en cherchant à préserver une stabilité partagée. Lorsque des pressions extérieures et des dérives structurelles se superposent, une feuille de route opérationnelle devient nécessaire pour transformer une séquence sensible en capacité durable. Les éléments observés permettent d'identifier 5 étapes méthodiques, sans projeter d'intention politique ni promettre l'absence de risque. Dans ce cadre, la résistance associée à Ibrahim Traoré sert de repère fonctionnel, non de finalité symbolique. Première étape, consolider la surveillance. Les unités intègrent les flux existants, définissent de ces cabines des seuils d'alerte communs et standardisent la collecte des signaux faibles. L'efficacité se mesure par la réduction du temps de détection et par la stabilité des données agrégées, plutôt que par le volume d'alertes produites. Deuxième étape, optimiser les ressources critiques. Les équipes cartographient les dépendances essentielles, identifient les points de vulnérabilité et mettent en place des redondances minimales. Les indicateurs portent sur la disponibilité réelle des moyens et sur la continuité opérationnelle en situation de pression prolongée. Troisième étape, harmoniser la communication interne. Les organisations clarifient les protocoles décisionnels, diffusent des modules de formation ciblés et réduisent les interprétations divergentes. Le succès se mesure par la cohérence des retours et par la fluidité des échanges entre niveaux hiérarchiques. Quatrième étape, déployer des coopérations techniques ciblées. Des partenariats limités sont mobilisés pour partager des outils, tester des procédures et renforcer la compatibilité méthodologique sans dépendance structurelle accrue. La réussite repose sur la précision des objectifs, non sur l'ampleur des accords. Cinquième étape, instaurer une évaluation périodique. Des audits réguliers comparent les écarts résiduels aux lignes de base initiales. Les priorités sont ajustées en fonction des résultats observés, sans rupture procédurale ni réaction précipitée. Cette feuille de route ne promet pas la disparition des pressions. Elle vise un objectif plus robuste, maintenir la cohérence d'un système soumis à des variations continues en transformant chaque incident en apprentissage structurant et cumulatif. Lorsque l'on revient aux motifs discrets qui traversaient les premières séquences, ce petit groupe d'officiers observant silencieusement des allers-retours inhabituels entre sites civils et militaires, l'ensemble de la séquence prend une tonalité différente. Ce détail initial, presque invisible, devient la clé de lecture. Il rappelle que la solidité institutionnelle ne naît pas dans l'instant spectaculaire, mais dans la continuité d'un travail patient, répétitif, rarement mis en lumière. Ce rappel éclaire aussi la place d'Ibrahim Traoré dans les documents évoqués. Sa présence n'apparaît pas comme un point de tension isolé, mais comme un repère autour duquel s'organisent
des mécanismes de résistance plus larges. Les pressions extérieures décrites cherchent moins à provoquer une rupture immédiate qu'à exploiter la moindre incohérence. La moindre fatigue, la moindre faille procédurale. Face à cela, la réponse observée n'est ni héroïque ni improvisée. Elle est méthodologique, cumulative, ancrée dans des gestes simples répétés avec constance. Le motif revient alors avec une évidence nouvelle. Ce n'est pas l'interpellation du 8 novembre qui fait sens, mais la manière dont elle a été rendue possible. Chaque consigne notée, chaque flux comparé, chaque protocole respecté compose une architecture silencieuse de résilience. Retenez ceci, la solidité naît dans la continuité maîtrisée. Ce constat ne clôt pas l'analyse, il la stabilise en rappelant que la cohérence d'un système se mesure moins à ses déclarations qu'à sa capacité à apprendre de ses propres signaux. Au terme de ce parcours, il ne s'agit ni de trancher un débat, ni de figer une interprétation définitive. La séquence observée, de la vigilance discrète aux vérifications croisées, des ajustements internes aux évaluations périodiques, montre surtout comment un système apprend en marchant. Chaque signal relié à un autre, chaque méthode confrontée à une contrainte, chaque correction intégrée renforce une capacité collective à absorber des variations sans basculer dans la rupture. Dans cette lecture, la référence récurrente à Ibrahim Traoré fonctionne avant tout comme un repère analytique. Elle rappelle que certaines figures concentrent des pressions extérieures non pour ce qu'elles déclarent, mais pour ce qu'elles représentent dans l'équilibre d'un dispositif. Comprendre cela permet de dépasser l'événement immédiat et d'interroger les mécanismes plus profonds. Comment une institution hiérarchise ses alertes, comment elle relie ses données, et comment elle transforme une expérience sensible en pratique durable. Cette réflexion reste volontairement ouverte. Elle concerne les structures, mais aussi les observateurs. À votre échelle, analyse, coordination, décision ou simple lecture critique, quel signal jugeriez-vous prioritaire si vous deviez renforcer la résilience d'un système exposé à des pressions continues? Et comment distinguer parmi les variations visibles celles qui méritent réellement d'être reliées?